Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 juin 2021. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire, aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali, une question, les frappes aériennes de la France au Sahel respectent-elles le droit? On en parle avec le journaliste Rémi Carayol et la chercheuse en droit international Rebecca Mignot-Madavi. Les clubs rouvrent le 9 juillet, mais les free parties sont réprimés par la police. La fête survivra-t-elle au Covid et au tournant sécuritaire qui l'a accompagné? Réponse avec la grande DJ et productrice électro Jennifer Cardini et la performeuse Abby Beach et aussi Pascal Pascariello de la rédaction de Mediapart. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est une opération que la France a engagée il y a désormais près de 8 ans, la force Barkhane au Sahel, principalement au Mali, avec une présence au sol, dans les airs, d'où des avions de chasse et des drones qui mènent des frappes. Ces frappes, justement, sont-elles toujours réalisées dans un contexte, dans un cadre légal? Depuis 1 an et demi, la force Barkhane est en effet accusée d'avoir plusieurs fois bombardé des civils. La France opère-t-elle donc ce qu'on appelle des frappes signatures, comme en son temps les États-Unis en Afghanistan et au Pakistan? C'est une question lourde, une question importante. Et pour en discuter aujourd'hui, Rémi Carayol, bonjour. Bonjour. Tu suis pour Mediapart ces questions de défense et tu as notamment publié une enquête sur les frappes de l'armée française au Sahel. On le voit, les frappes de l'armée française dans le collimateur. Et vous, Rebecca Mignot-Madavi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de droit international et vous avez fait votre thèse sur les frappes de drones américains. Justement, on pourra faire une éventuelle comparaison. D'abord, en quelques mots, rapidement pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'une frappe signature? Donc une frappe signature, c'est un mode de sélection des cibles qui fait suite non pas à l'observation de la participation au combat d'un individu, non pas à l'identification donc de son identité, mais de l'identification d'éléments circonstanciels qui peuvent avoir trait, par exemple, à son comportement. Donc, le port d'armes, par exemple, dans certains cas qu'on va évoquer ensemble, l'utilisation d'une mobilette, la localisation géographique, qui laisse penser, donc un faisceau d'indices qui laisse penser que cet individu pourrait appartenir à un groupe armé terroriste et qui donc conduit à la décision de frapper. Donc, des frappes menées par l'air, par les airs, depuis l'air, avec des observations qui sont faites, elles aussi, évidemment, depuis l'air. Voilà, exactement, et dont on pourrait dire qu'elles sont en anticipation des combats, donc. Est-ce que les frappes signatures, c'est conforme au droit international et au droit de la guerre? Donc c'est évidemment une bonne question. Traditionnellement, donc, le droit de la guerre exige d'identifier un individu comme participant au combat pour identifier que c'est donc bien une cible légitime et donc de prendre la décision de frapper. Petit à petit, depuis le 11 septembre 2001 et sous l'impulsion des États-Unis, mais aussi suivi par le Royaume-Uni, il y a un assouplissement du droit vers ce qu'on appelle la fonction de combat continu. Donc dès lors qu'on identifie quelqu'un comme ayant une fonction de combat continu, on peut le frapper ou la frapper, la cibler avant d'avoir identifié cette personne comme participant au combat. Simplement, cette fonction de combat continu, elle exige d'identifier une incorporation durable d'un individu à un groupe armé terroriste. Et sur la base d'un faisceau d'indices donc, que je mentionnais plus avant, il est quand même difficile d'imaginer que sur la base d'un port d'armes, par exemple, ou sur la base d'une localisation géographique, on puisse déduire de ça qu'il y a une incorporation durable d'un individu à un groupe armé terroriste. Alors, si on en revient justement à ce qui se passe avec l'armée française, il y a eu plusieurs frappes ces 2 dernières années au Mali par l'armée française qui entre ou semble entrer dans la définition de ce que vous venez de dire. Il y a notamment la frappe contre le village de Bounti. C'était le 3 janvier 2021. Au moins 22 hommes ont été tués. Selon les témoins et les enquêtes de plusieurs médias, dont Mediapart, il s'agissait de civils qui participaient à un mariage. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction juste après de l'armée française qui très vite a imposé son récit. Interrogée 1 semaine après la frappe, Florence Parly, la ministre de la Défense, dément toute bavure. Le 3 janvier, nous avons, après une action de reconnaissance et de renseignement, nous avons identifié un groupe terroriste. Cette identification s'est produite dans le centre du Mali, à proximité d'une localité qui s'appelle Bounti. Et nous avons engagé pour ce faire 2 avions de la chasse française basés à Niamey
qui sont des mirages, qui ont éliminé des dizaines de djihadistes. J'ai évidemment pris soin de procéder moi-même aux vérifications, qu'il n'y avait ni mariage, ni femme, ni enfant, qu'il s'agissait d'hommes et exclusivement d'hommes, conformément aux renseignements que nous avions recueillis. Et plus tard, devant le Sénat, elle va même aller plus loin. La France a été accusée d'avoir été à l'origine d'une frappe ayant soi-disant tué des civils. Quand je dis le soi-disant, je ne doute pas que des civils aient été tués, mais c'était ailleurs et ça n'est pas du fait de l'intervention de la France. J'ai eu l'occasion de bien préciser tout cela, l'état-major également. Ce que nous pouvons déplorer désormais, c'est que face aux faits, il y a des rumeurs et que désormais, les faits ne pèsent pas plus lourd que les rumeurs. Des rumeurs, hein, donc, dit la ministre de la Défense Florence Parly, qui insiste sur le fait qu'il s'agit plutôt, selon elle, d'une guerre d'information. On ne veut plus croire les faits qu'elle détiendrait et que son ministère détiendrait. D'ailleurs, devant le Sénat, c'est à noter, elle a refusé d'apporter des preuves. Et un mois et demi plus tard, Rémi, là où c'est intéressant, c'est que la mission des Nations Unies au Mali lui a donné tort. Oui, ils ont publié un rapport. La Division des droits de l'homme a mené une enquête, on peut dire fouillée, en tout cas très sérieuse, puisqu'ils ont rencontré, auditionné de nombreux témoins, mais aussi des personnalités qui connaissent bien la zone, qui pouvaient un peu leur expliquer le contexte sociologique, parce que c'est pas négligeable, justement, pour comprendre une zone. Et sur la base de cette enquête, qui a duré plusieurs semaines, ils sont arrivés à la conclusion que la frappe avait tué 22 personnes, au moins 22 personnes, parmi lesquelles il y avait 19 civils, qui donc participaient bien à un mariage. Oui, le déni, c'était aussi un déni de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui a dit la même chose que Florence Parly. Depuis les conclusions de cette enquête de l'ONU, justement, Rémi, est-ce que la France a changé de version sur la frappe du village de Bounti? Absolument pas. Ils restent sur la même version depuis le début, c'est-à-dire le 6-7 janvier, lorsqu'ils ont sorti leur premier communiqué de presse sous la pression des journalistes. Ils n'ont pas changé de version. Le seul petit changement qu'on a pu observer, c'est justement Jean-Yves Le Drian qui a fini par lâcher lors d'une interview qu'il y avait bien un mariage, mais que c'était un mariage armé. Sous-entendu, s'il est armé, c'est bien que ce sont des ennemis. C'est le seul petit changement dans la version, mais sinon ils sont restés sur la même ligne. C'est intéressant d'ailleurs, Rebecca Mignot-Madavi, puisque justement Jean-Yves Le Drian fait mention d'un mariage, mais avec des armes. Alors pourquoi la frappe sur le village de Bounti est problématique, peut-être problématique du point de vue du droit? Bon, alors déjà, il faut rappeler qu'il y a un principe de précaution qui régit les hostilités. Donc un principe de précaution qui exige que toutes les précautions soient prises dans les méthodes et moyens de la guerre pour épargner la population civile. Quand on se base sur des règles d'engagement qui sont aussi souples et obscures donc, qu'un faisceau d'indices, d'éléments circonstanciels donc, qui permettent de penser qu'un individu fait potentiellement partie d'un groupe terroriste, on fait poser des risques beaucoup plus considérables donc, à la population civile. L'autre élément qui convient de souligner, c'est que non seulement donc, il y a cette méthode d'identification des cibles, mais il y a aussi une exigence en droit de la guerre que les individus qu'on cible fassent partie d'un groupe armé organisé. Et donc, comme on le sait, peut-être que Rémi peut en dire davantage, comme on le sait, il y a de nombreux groupes qui coexistent au Sahel. Certains d'entre eux ne sont pas des groupes terroristes. Donc, quand bien même on a pu identifier dans ce cas-là éventuellement le port d'armes, par exemple, par ces individus-là qui étaient regroupés lors d'un mariage, c'est pas suffisant pour établir le lien entre ces individus et un groupe armé suffisamment organisé pour considérer que le conflit existe et qui plus est, un groupe armé qui soit un groupe armé terroriste. Il y a des groupes armés de défense, par exemple. Alors on va prendre un autre exemple, hein. C'est pas le seul malheureusement. Le 25 mars, la frappe de Talatay pour, je cite, la force Barkhane neutraliser un groupe armé terroriste. L'armée française n'évoque aucun bilan humain et là encore, les faits contredisent la communication puisque le site d'information sahélien.com a retrouvé des proches de la victime. Des victimes, notamment cet éleveur nomade. Il est le père d'un des garçons tués par la frappe de l'armée française alors qu'ils allaient faire boire leur bétail, selon lui.
Là encore, on voit une différence entre ce que dit évidemment cet éleveur et puis ce que dit la France, neutraliser un groupe armé terroriste. Rebecca Mignot-Madavi, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la communication de la France au sujet de ces frappes ? Bon alors c'est une communication qui n'est pas suffisamment précise pour qu'on comprenne les règles d'engagement. Et il faut bien voir que, donc dans mon travail, je compare justement la France aux États-Unis et au Royaume-Uni, que la communication outre-Atlantique, disons, ou outre-Manche, est beaucoup plus loquace. Donc il n'y a pas de volonté d'échanger sur les règles d'engagement. Ce qui est évidemment assez problématique parce que là, on voit bien à travers ce cas-là de Talatay à nouveau, le cas de Bounty, qui a une extension en fait de l'interprétation des règles applicables et donc ce qui étend aussi le conflit dans l'espace et dans le temps. Rémi, toi tu questionnes régulièrement l'armée française sur ce sujet pour tes articles. Qu'est-ce que c'est de travailler comme journaliste sur ces sujets ? À quoi on se heurte ? À un mur. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tout se passe par écrit, on peut appeler, mais chaque fois ils nous demandent d'envoyer un mail, donc on fait des questions qui sont précises et contextualisées, et on a juste un accusé de réception où on nous explique qu'on va nous répondre, et puis en général on ne nous répond pas. Sur cette enquête qu'on a menée, par exemple, ils m'ont répondu sur les règles d'engagement, qu'elles étaient couvertes par le secret défense, et donc on ne pourrait rien savoir de ces règles d'engagement. Lorsque je les ai questionnés sur les frappes signatures en tant que telles, on m'a fait savoir que ce terme n'était pas connu des armées françaises. Donc en fait on est dans une espèce de mur où on fait semblant de répondre, où on met les formes en fait en disant on a bien reçu vos questions, on va y répondre, mais où en fait on n'y répond jamais. Malgré le déni de l'armée, c'est ça qui est important à dire, c'est que ces frappes signatures sont finalement assez documentées, pas seulement via des témoins, mais aussi y compris de l'intérieur. Écoutez ce que raconte ce militaire dans un podcast qui a été produit par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, donc tout ce qu'il y a de plus institutionnel. On suit cette mobilette parce que l'endroit où on l'a trouvée, son environnement, l'intuition nous dit qu'il faut la suivre. Et là, en fait, il a un comportement assez surprenant puisqu'il va chercher dans une hutte du matériel on n'arrive pas vraiment à le distinguer. Il monte sur une deuxième moto et donc là, on a un départ de 2 motos assez chargées avec à chaque fois 2 personnes dedans. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'en fait, dans un processus pour arriver au tir, il faut être certain que la cible est militaire. Et là, on n'en est pas certain. Là, on a un doute qui est trop important. À ce moment-là, on a un mouvement en fait d'un des gars au sol où là clairement, eh bien, on arrive à identifier un armement. Et donc là, il a une arme. Là, il a une arme. Et là, l'ensemble, on va dire, de ce qu'on avait observé depuis le matin, de l'arrêt et la cerise sur le gâteau qui est la présence de cette arme, fait que, au vu de la zone et de tous ces éléments-là, on est en mesure de dire qu'on a de l'assurance raisonnable qu'il s'agit bien d'un ennemi. Et au bout d'un moment, c'est le commandement en fait de l'opération Barkhane qui là va nous dire ok, vous avez le feu vert pour la destruction. Donc là, Rebecca Mignot-Madavi, on a un pilote de drone qui décrit comment il procède en fait pour identifier des cibles potentielles. C'est ça se passe comme ça, une frappe signature. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cet extrait ? Alors, moi, je peux que formuler des hypothèses, mais là, effectivement, les hypothèses sont confirmées quand on entend quelqu'un de l'intérieur qui nous explique que c'est la façon de procéder à la frappe. Je veux rester prudente et me dire que peut-être qu'il y avait d'autres éléments d'information qui ont conduit à la frappe, mais si une frappe est basée sur le fait d'un port d'armes, dans une région où donc la population, y compris la population civile, peut être amenée à porter des armes, c'est extrêmement problématique sur le plan du droit et du principe de précaution que j'évoquais tout à l'heure. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi un problème sur la façon dont on construit une nébuleuse des conflits. Donc, on voit qu'il y a une idée qu'on est en guerre donc contre les groupes djihadistes dans leur ensemble. Et c'est ce qui conduit un peu à cette nébuleuse, encore une fois, voilà, donc on voit quelqu'un qui porte une arme, donc ça doit bien être quelqu'un qui fait partie d'un groupe djihadiste, donc on va procéder à la frappe. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans cette caractérisation du conflit armé comme étant
contre des groupes djihadistes dans leur ensemble, qui à nouveau va bien plus loin que ce qu'ont pu faire les États-Unis, d'ailleurs. Oui, alors justement, vous avez beaucoup étudié les frappes par drone, notamment des Américains en Afghanistan et au Pakistan. On peut signaler d'ailleurs que ça a été sous toutes les administrations depuis le 11 septembre et que Barack Obama d'ailleurs s'est signalé par son extrême activisme en la matière, bien plus même que Donald Trump, donc c'est toutes les administrations. Vous dites c'est pire. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ça a quand même discuté, ça a suscité énormément de discussions, énormément d'articles de presse, énormément parfois d'indignation. Donc là, c'est la même chose qui se passe. Alors, sur ce que j'évoquais juste avant, il y a une notion aux États-Unis d'une guerre contre Al-Qaïda et les forces associées. Et le système aussi constitutionnel fait qu'ils ont dû aller devant le Parlement pour procéder à des frappes, etc. On a un gros problème ici constitutionnel sur le plan des institutions, en fait, où l'exécutif a très très peu d'exigences de transparence. Et donc, il y a cette caractérisation de la guerre contre comme une guerre contre des groupes djihadistes qui, en fait, est une promesse pour une guerre sans fin. Si on regarde la loi de programmation militaire, par exemple, de 2019 jusqu'à 2025, ainsi que le rapport qui est annexé, mais aussi la revue stratégique de 2017 qui l'a précédée, et y compris dans les analyses de discours d'Emmanuel Macron ou de Florence Parly, on voit bien qu'il y a une volonté de rester impliqué sur le terrain contre des groupes djihadistes qui se recomposeraient, qui se transformeraient au fil du temps, et donc une promesse d'une guerre, encore une fois, assez interminable. Pour être très clair, est-ce que, d'après, si les frappes sont de fait menées telles que le pilote de drone le décrit, ça veut dire que là, on est potentiellement dans un contexte complètement en dehors du droit? Alors, en fait, ils surfent sur des zones d'incertitude du droit. Mais on reste quand même très très loin des acceptions, des définitions du droit les plus largement acceptées. Et pour souligner aussi quelque chose qui est peut-être similaire avec les Américains, c'est on voit quand même, alors même que le drone en soi n'est pas interdit, il ne viole pas le droit international humanitaire, il pousse à une façon de faire la guerre par anticipation et de façon extrêmement individualisée, donc ciblée sur les membres des groupes terroristes. Et ça, encore une fois, ça conduit à plus d'anticipation dans la façon de faire la guerre. Rémi, Emmanuel Macron a annoncé récemment la fin de l'opération Barkhane au Mali. En même temps, on constate que les frappes aériennes, elles ont fortement augmenté en 2020. Je crois qu'il y a eu 206 bombes larguées contre 83 en 2019, selon un journaliste spécialisé qui s'appelle Jean-Marc Tanguy, sans parler des drones. Est-ce qu'on a une idée du nombre de civils tués au Mali jusqu'ici par les frappes aériennes de l'armée française et jusqu'à la fin potentielle? Enfin, je veux dire, ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui va durer, puisqu'on ne sait pas très bien quand va finir précisément cette opération Barkhane. L'opération va finir, mais le retrait de l'armée française, lui, c'est une autre histoire. En fait, l'armée française, elle va rester au Sahel, sous une autre forme. Donc ce genre de choses va pouvoir continuer à se faire. En fait, c'est la crainte de nombreux observateurs. C'est qu'on se dirige vers une nouvelle forme de guerre contre le terrorisme qui va peut-être se rapprocher de celle menée par les États-Unis au Yémen ou au Pakistan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de troupes au sol. Il y a des forces spéciales qui interviennent occasionnellement, et puis il y a une composante aérienne qui est là pour observer et pour frapper. C'est ce qui inquiète un certain nombre d'observateurs. Ils se disent, mais si les frappes augmentent, comme on l'a vu ces derniers temps, effectivement, alors les bavures risquent aussi d'augmenter. Le souci avec ces frappes qui augmentent, c'est que, comme disait Rebecca, le fait que les drones soient armés, le fait d'avoir des drones déjà, ça modifie le fonctionnement, on va dire la réflexion et les prises de décision des militaires. Le grand discours des partisans de l'armement des drones, c'est de dire mais les règles d'engagement sont les mêmes que pour les avions de chasse. C'est vrai, certainement, puisqu'on ne le sait pas, mais on imagine que c'est vrai. Sauf que le fait de pouvoir observer à distance, plusieurs études démontrent qu'en fait, on acquiert une certitude qui n'en est pas une. En observant par les airs, on a l'impression de tout savoir sur ces hommes qui sont au sol. En fait, on ne sait pas grand-chose sur ces hommes qui sont au sol. Et la crainte avec la multiplication des drones et des drones armés, c'est qu'on ait une multiplication de ce genre de frappes qui sont basées sur autre chose que des preuves concrètes. Merci beaucoup à tous les deux. Rémi, on peut lire ton enquête sur Mediapart. Merci à vous, Rebecca Mignot-Madavi. On peut lire aussi en ligne un de vos textes. Ça s'appelle « Frappe de Bounty, la France contre Udel, des frappes signatures au Sahel ». C'est extrêmement précis. C'est dans la Revue des droits de l'homme et c'est paru en avril
dernier. Merci encore à tous les deux et nous, on va partir faire la fête. Voici nos invités, Pascal Pascariello de la rédaction de Mediapart et Abby Beach, bonjour. Bonjour. Alors, 15 mois après leur fermeture, les boîtes de nuit vont rouvrir le 9 juillet. La jauge sera limitée à 75%. Le pass sanitaire ou un test négatif sera obligatoire. Mais beaucoup de discothèques, en fait, ne vont pas rouvrir tout de suite car pour certains clubs, ce sera difficile à mettre en place. Et puis, certains ne rouvriront pas du tout parce que ça a été très difficile pour ce secteur qui est littéralement éteint, le monde de la nuit, depuis mars 2020. Et au cours de cette année, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, la police a pris l'habitude de réprimer les free parties qui se sont improvisées ça et là, avec un zèle qui peut inquiéter pour les mois à venir. La fête, son économie, mais aussi son esprit, sera-t-elle l'autre victime de la pandémie ? On va donc en parler avec nos invités. On est en visio depuis Berlin avec vous, Jennifer Cardini, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande DJ, productrice, figure mondiale de la scène électro. On est très heureux de vous avoir ici sur le plateau d'Air Libre. Et donc, je l'ai dit, en plateau, deux autres personnes. Pascal Pascariello, tu es journaliste au Pôle Enquête de Mediapart. Salut. Bonjour. Je suis beaucoup les violences policières. Et on est très heureux aussi de recevoir l'artiste, activiste queer et féministe Abby Beach. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Deuxième bonjour. Alors, Jennifer Cardini, Abby Beach, je vais commencer par vous. La fête s'est arrêtée sous le confinement, littéralement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre activité a été impactée, peut-être vous, Jennifer ? Ça s'est arrêté du jour au lendemain, en fait, avec des annulations à répétition et puis un silence, en fait, total, puisque je suis passée d'un rythme très soutenu à rien du tout, quoi, et sans vision. On sait pas vraiment comment ça va se passer quand la pandémie. Quand les dates ont été annulées, c'était très difficile de savoir, de se projeter dans le temps, en fait, et de voir si il y avait une sortie de crise, quoi. Est-ce que c'est en train de... L'arrêt a été brutal. Moi, ça fait 30 ans que je voyage dans le monde entier et c'est la première fois que je me retrouve autant de temps chez moi, quoi. Est-ce que c'est en train de reprendre ? Vous êtes à Berlin. Est-ce que ça a repris à Berlin ? Est-ce que c'est en train de reprendre ailleurs ? Et est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité collective à refaire la fête ? Alors, ça reprend doucement. Je vois mon calendrier se remplir doucement, un peu partout en Europe, mais effectivement, il y a certains lieux qui vont attendre un peu pour ouvrir parce que les conditions... La jauge, surtout, c'est pas rentable, en fait. Donc, même si ils ont envie d'ouvrir, de faire la fête, de recommencer, il faut aussi penser à l'économie qui a été vraiment impactée par la crise. Mais ici, ça reprend, oui. Ça reprend. Moi, je joue dimanche dans une soirée en plein air. C'est ma première date à Berlin depuis novembre, donc je suis très contente. D'accord. Mais oui, après optimiste, je l'étais jusqu'à l'annonce jusqu'à ce que je lise beaucoup de choses sur le variant Delta plus ou Delta. Donc il faut voir, quoi. Beaucoup d'incertitudes encore. Mais en tout cas, il y a comment dire. Il y a une structure qui est à nouveau là, c'est-à-dire qu'il y a des demandes de booking qui arrivent, on book des voyages et tout ça, et ça on l'avait pas fait depuis un an, donc oui, il y a un élan, on va dire. Ok, Abby Beach, comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça repart aussi un petit peu ? Ça repart, mais ça a été la falaise quand même, la falaise sans filet. Ouais. Donc voilà, le saut sans filet, parce que moi, je trouve qu'il y a eu plusieurs étapes, parce que d'abord la peur panique de tout le monde du premier confinement, on ne sait pas trop comment ça va se passer en termes de santé en fait globale, et du coup nos premières inquiétudes en tant que personne altruiste, c'était pas nécessairement nos bookings qui s'annulent, mais plutôt est-ce que l'humanité va s'en sortir, non pas que je le souhaite nécessairement, mais on se posait quand même la question. Et ensuite les annulations à répétition qui ont été qui ont généré pas mal d'angoisse, parce que effectivement le flou suivant ces annulations a été très difficile à gérer et hyper anxiogène. Et puis surtout la répétition, et ne pas savoir si ça allait se renouveler, ne pas savoir si en fait nos carrières en tant qu'artistes, danseuses, DJ, personnes de la nuit finalement, elles allaient pouvoir être pérennes, elles allaient pouvoir continuer à exister. Et ça c'est assez difficile à gérer
parce que ce sont des carrières qui demandent beaucoup de sacrifices, en fait, et beaucoup de choses à mettre de côté, même si ça a l'air fun et flamboyant en surface, c'est aussi très sacrificiel. Et on a été vraiment les grands et grandes oubliés, en fait, de cette crise-là. Enfin, il y a plein de personnes qui ont été oubliées, je pense notamment aux travailleuses du sexe, qui ont été hyper oubliées dans la prise en compte sociale de cette crise économique et sanitaire. Mais c'est vrai que les artistes, c'est comme si d'un coup notre rôle sociétal était secondaire, était pas si important que ça. Et puis nous, de toute façon, on pouvait trouver un taf alimentaire en attendant. Alors absolument pas. Si on est artiste, c'est pour des bonnes raisons. Et puis c'est un travail en fait. C'est pas juste une passion quoi. Si on est payé et qu'on a un statut professionnel pour le travail qu'on effectue, c'est justement parce que c'est un job et que c'est pas seulement une passion. Et alors, si on rajoute à tout cela un contexte de plus en plus répressif qu'on a vu aussi pendant la pandémie. Avec toi, Pascal, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé à Redon, en Ille-et-Vilaine, dans la nuit du 18 au 19 juin. On parle de fête. Il y avait ce soir-là, près de l'hippodrome de Redon, une rave party avec 1500 personnes. Une rave en hommage à Steve Maya Canisso, ce jeune homme décédé le 21 juin 2019 à la suite d'une intervention de police sur les quais de la Loire à Nantes. Et vers 23h, en vertu d'un arrêté préfectoral qui interdit les rassemblements festifs musicaux, la gendarmerie est intervenue. 400 gendarmes ont dispersé les teufeurs pendant 6 heures avec des lacrymos, des grenades de désencerclement et des LBD. Et on a assisté à des scènes de bataille au milieu de la nuit. Un jeune homme de 22 ans a même eu la main arrachée par une grenade. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque le lendemain, la gendarmerie est à nouveau intervenue. Et on a vu ces images de gendarmes suréquipés casser et saisir des tables de mixage et des enceintes. Ça c'est interdit, ça. Pourquoi il est en train de casser le matériel? Saisissez-le, mais vous n'avez pas le droit de le casser là. Ils sont en train de taper, de casser le matériel dans les camions. C'est interdit ça. Sans déconner quoi. Ils sont en train de tout casser. Du matériel, Pascal, donc détruit à coups de masse. Cette image qu'on a vue, qui est floutée, mais assez violente, de cette main arrachée par une grenade. Bilan, 22 blessés parmi les participants de la fête. Un journaliste, Clément Lano, dont vous avez vu d'ailleurs les images, blessé par un tir de LBD, et aussi des blessés côté police, Pascal, parce qu'il y a eu des jets, notamment de cocktails Molotov, de la part des teufeurs, mais avec un bilan policier qui n'est pas très précis encore. Oui, le bilan policier fluctue étonnamment de jour en jour, donc pour passer de 6 à 11 et 22 sans aucune précision sur les blessures des gendarmes. Et Technoplus, qui est une association qui est normalement là pour faire de la prévention, mais par rapport aux pratiques festives, donc par rapport à l'alcool, aux prises de drogue, était présente ce soir-là et a dressé un premier bilan, et elle décompte, 22 blessés parmi les jeunes. Sans compter, évidemment, et là, ce jeune homme qui a eu la main arrachée. Pascal, la répression de cette soirée, avec ce nombre de blessés et cette main arrachée, elle a suscité une vive émotion, au point que l'Observatoire rennais des libertés a pointé la responsabilité du ministre de l'Intérieur, lui-même, Gérald Darmanin, qui est engagé, selon cet observatoire, qui comprend la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, d'autres organisations. Et selon eux, la disproportion des moyens policiers ce soir-là se pose, et se pose aussi des questions graves sur la chaîne de commandement. Oui, complètement. Le 22 juin, donc l'observatoire qui s'est créé en fait initialement pour vérifier les violences, et enquêter sur les violences policières lors des manifestations. Or, sa première mission, et c'est assez parlant, c'est sur une fête, une free party qui, quand bien même était interdite, évidemment, toute la question est de savoir comment ça se fait que les gendarmes, en pleine nuit et durant 7 heures d'affilée, utilisaient autant de grenades lacrymogènes et même de grenades GM2L, qui sont celles qui ont succédé au Glief 4 et qui ont des charges pyrotechniques à l'intérieur. Donc, évidemment, l'Observatoire soulève cette question, interpelle les autorités en leur rappelant qu'ils sont responsables, que leur responsabilité est engagée. Ils demandent à ce qu'il y ait une enquête impartiale qui soit faite, parce que, et là, jusqu'à présent, souvent, on a plutôt vu des enquêtes à décharge pour la police lorsqu'il est question de violence policière. Et cet observatoire soulève aussi une question qui est assez importante, c'est l'accès au secours sur le site. Et pour que ce jeune homme, notamment, qui a eu la main arrachée, est parti par ses propres moyens, avec l'aide de personnes qui étaient présentes, de jeunes, à l'hôpital, parce que les pompiers n'avaient pas accès au site.
D'accord. On peut signaler d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel tu continues de travailler et on en parlera probablement dans les prochains jours à nouveau sur Mediapart. Toi, Pascal, tu étais sur place ce week-end à Redon où une manifestation a eu lieu samedi pour dénoncer l'intervention des gendarmes et on a vu, c'est intéressant, les manifestants jeter sur le sol de très nombreux débris de grenades récupérés sur les lieux, une façon de montrer la démesure des moyens policiers employés. Est-ce que ça t'étonne, finalement, le nombre des grenades là, qui a été mise sur place? Est-ce que c'est courant? Est-ce que là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement démesuré? Là, ce qui interpelle, ce qui est assez effrayant, c'est vraiment le contexte, en imaginant que c'était des jeunes qui allaient faire la fête, et tous les témoignages que j'ai pu recueillir vont dans ce sens, avec des situations de panique, certains enfermés dans leur voiture. Voilà, c'est ça qui évidemment interpelle dans cette soirée, et c'est ça qui a interpellé des habitants qui se sont rendus justement à ce rassemblement, qui sont absolument pas pro ou anti Free Party, qui sont juste inquiets pour leurs propres enfants, compte tenu de la répression qui s'est abattue sur eux pendant ces 2 jours. Alors effectivement, il faut le remettre dans un contexte plus général de violence policière qui existe depuis, on pourrait le faire remonter pour les manifestations à 2016 avec la loi travail, qui n'a cessé d'augmenter, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, où il y a eu énormément de personnes mutilées, il y a eu 6 personnes qui ont perdu leurs mains, plus de 30 personnes qui ont été éborgnées. Donc on le voit dans le maintien de l'ordre, il y a une violence qui augmente, avec des pratiques qui ont été d'ailleurs jugées illégales par le Conseil d'État en juin dernier, sur la pratique de la NAS, et parallèlement, évidemment, une violence policière aussi, j'allais dire, quotidienne dans les quartiers plus populaires, qu'on a pu ressentir également pendant la pandémie, notamment récemment lors d'une veillée funéraire, c'était à la plaine Saint-Denis. Il y a eu des gaz lacrymogènes utilisés massivement à l'encontre de familles, de personnes, d'enfants. Notamment une femme enceinte a dû être hospitalisée. Donc oui, il faut le replacer aussi dans ce contexte de violence policière où je tiens à préciser que jusqu'à présent, évidemment, les autorités ne répondent pas, enfin, sont dans le déni. Je pense notamment à l'interpellation qui avait été faite par le rapporteur spécial des Nations Unies, Michel Forst, en 2019, qui avait demandé des comptes à la France, mais là-dessus, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et donc, ça donne évidemment un sentiment d'impunité pour les policiers et les violences qui ne cessent d'augmenter, avec peu de poursuites ensuite, ou des enquêtes, comme on l'a vu, menées par l'IGPN, qui sont plutôt à décharge pour les policiers. Merci Pascal, tu vas rester avec moi. Je voudrais vous poser la question à toutes les deux, Jennifer Cardini, Abby Beach. Une main arrachée, du matériel détruit, est-ce que vous aviez déjà vu ça? On peut commencer par vous, Jennifer Cardini. Vous tournez un peu partout, donc est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça se passe à Berlin, par exemple? Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. C'est choquant, c'est très triste, en fait. Aussi, je dois dire que depuis 30 ans que je suis dans ce milieu de rave et de club, j'ai jamais vu de violence. C'est quand même assez pacifique, la rave, quoi. C'est pas... Il y a très peu de violence et d'incidents. Donc là, la violence, elle vient vraiment de l'extérieur, et je trouve les images vraiment choquantes, et on prend aussi ça vraiment comme une provocation aussi. C'est assez dégueulasse, quoi. Je sais, enfin, ça m'a vraiment bouleversée, et c'est aussi en contradiction. Enfin, à Berlin, en mai, ils ont décidé de faire de la club culture. Les clubs sont devenus lieux culturels. Donc les clubs sont protégés ici contre la gentrification, ils payent des taxes comme les musées, en gros. Donc en fait, c'est moi qui vis ici, je vois très bien à quel point la France est complètement en retard et en train de se planter complètement sur la jeunesse, et c'est vraiment triste. Justement, à Abby Beach, les manifestants à Redon que Pascal a rencontrés, ils disaient les jeunes n'ont plus de liberté. Est-ce que vous partagez cette colère qu'ils avaient? Oui, bien sûr. Moi, j'estime qu'on est dans un moment de fascisation qui est grave et super flippant et très liberticide, effectivement. Et je trouve qu'il y a plusieurs questions à se poser face à ce genre d'événements. Il y a plusieurs couches et sous-couches, parce que on est d'abord en superficialité, je trouve, dans un moment révélateur de priorité politique, à savoir il y a des gens simplement qui meurent de faim et qui vivent dehors en France, mais les budgets et l'investissement économique gouvernemental est mis dans la répression.
Donc moi, enfin, voilà, en plus d'être artiste, ça fait plus de 10 piges que je suis activiste anti-rep, etc., etc. Et que du coup, les violences policières ne sont pas nouvelles, c'est juste qu'elles deviennent plus tentaculaires. Donc moi, je veux dire, ma généalogie de ma lecture des violences policières, je la ramènerai pas à 2016, je la ramènerai à 1961 sur le territoire de la métropole avec le 17 octobre, qui est la première visibilisation des violences policières à caractère racial, qui plus est. Et je la ramènerai même en linéarité coloniale avec l'implémentation des violences coloniales et la colonisation, et la création d'entités policières telles que la BAC, par exemple, qui sont des linéarités directes, des héritages directs de la colonisation. Sur Mediapart à plusieurs reprises. Jennifer Cardini, la fête, on le voit, elle a été criminalisée d'une certaine façon pendant la pandémie. Alors au début, c'était interdit de fait, puisque c'était la pandémie. Est-ce que vous craignez que dans le contexte politique actuel, justement, ça reste de la pandémie? C'est-à-dire, on voit bien, là, on s'en prend aux enceintes, aux outils, comme s'il fallait vraiment les faire disparaître. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite? Oui, ça m'inquiète pour la suite, mais après, moi, j'ai vraiment toujours eu l'impression que cette image négative des gens qui vont en rave party, c'est quelque chose qui ne bouge pas en France. J'entends le même discours que le discours que je pouvais entendre quand j'avais 19 ans, et ça n'a pas vraiment bougé, quoi. C'est pour ça que je dis que la France a un retard monstre sur ses voisins européens. Ils ont toujours pas assimilé la culture rave, et aussi la dimension sociale du dance floor, et le fait que c'est aussi un lieu safe pour les jeunes LGBT plus, et c'est des endroits safe aussi pour les femmes, et voilà, ça c'est complètement occulté, ou alors il y a une vraie volonté de détruire cet espace safe, et justement ce que disait Alevich, d'aller vers un fascisme grimpant, quoi. Et ça me fait vraiment peur, parce qu'en fait je sens vraiment on étouffe. Moi j'ai un sentiment, le sentiment d'étouffer, et aussi un peu et vraiment un sentiment d'agression, parce que danser c'est quand même occuper un espace avec son corps, et c'est aussi dans tout ce qui est normalisé, c'est aussi être là avec son corps, et cette agression, moi je la vis comme vraiment quelque chose de physique. Le fait qu'on nous empêche de danser, c'est une agression forte, quoi. Abby Beach, là-dessus, les free parties, d'ailleurs, on a parlé des free parties beaucoup, et puis c'est pas la première fois que ça se passe, et puis après la fête de la musique aussi, le 21 juin, il y a eu comme ça un certain nombre de dispersions violentes par la police. Donc tout ce qui n'est pas du cadre de la fête réglementée, est-ce que vous craignez que ça devienne de plus en plus sécurisé, réprimé? Les free parties, ça a toujours été très important dans la fête. Déjà, où est la fête réglementée? Envoyez-moi une adresse, j'y vais, parce que même ça n'existe plus, en fait. On va dire, ouais. Mais même ça, en fait, même l'espace-temps du club, il est annihilé, il est rayé de la carte. Et avec la pandémie. Avec la pandémie, bien sûr, mais c'est non, mais oublié. Surtout un club, c'est fliqué, quoi. C'est fliqué, un club, il y a des caméras. Parce que c'est oublié que l'espace-temps du club, l'espace-temps du dance floor, c'est pas seulement un temps de fête, ou alors si c'est un temps de fête, c'est aussi un temps de fête politique, parce que c'est un temps communautariste, parce que j'aime bien les mots controversés. Donc c'est un espace-temps communautaire qui est hyper important pour la résistance et la résilience des communautés marginalisées, qui ont besoin de ces espaces-temps-là pour se retrouver, pour créer de la puissance, pour créer de l'identité, pour créer de la force créatrice, pour s'amuser aussi, pour avoir droit à du repos, parce que je veux dire, travail, métro, boulot, dodo, comme ces derniers temps, c'est absolument pas vivable, ça n'a absolument aucun intérêt d'être en vie si c'est pour faire ça. Donc on a aussi besoin de cet espace-temps de création, de repos, de libération, d'émancipation. Je dirais pas que c'est un espace safe, mais c'est un espace safer, disons. Mmh. Et ça a été complètement oublié. Et la free party, même si moi c'est pas ma cam, effectivement fait partie de la scène alternative, de la scène underground, de la revendication, de la fête comme espace-temps de communauté, de créativité et de résistance aussi. Mmh. Et il est temps aussi de redonner un peu ces lettres de noblesse à la fête, qui est trop vécue comme quelque chose de superficiel, alors que la fête, de façon générale, en tant que concept un peu sociologique, c'est vraiment un espace de résistance, de résilience, et qui est fondamental pour des communautés marginalisées dont je fais partie, la communauté queer racisée par exemple. Juste une question à Pascal et Jennifer Cardini. Peut-être Jennifer Cardini, vous dites que ça fait 30 ans en fait, que la France est dans le même discours par rapport
rapport à la fête. Ça veut dire quoi? On voit bien à chaque fois qu'il y a des responsables politiques qui, on l'avait vu aussi au 1er janvier, des responsables politiques qui vont le lendemain sur les plateaux télé pour dénoncer les teufeurs. C'est quoi? C'est l'assimilation permanente des gens qui font la fête à des gens dangereux? Oui, je pense aussi peut-être quelque chose qui ne peuvent pas contrôler aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, même dans les clubs ont quand même un cadre, et dès qu'on sort de ce cadre-là, et qu'on se retrouve dans une free party ou dans des endroits où il n'y a pas comme le Berghain, où il n'y a pas de système à Berlin de surveillance ou quoi, je pense que ça, ils ont du mal à le gérer, quoi. Ils ont du mal à l'accepter, qu'il puisse y avoir des endroits qui soient hors contrôle, où les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Je sais pas, il y a une image négative du clubbing et des free parties, et en même temps, il y a une scène électronique française super riche et respectée dans le monde entier, avec des artistes comme Laurent Garnier. Et d'ailleurs, je pense que c'était prévisible aussi avec l'arrivée des beaux jours que les jeunes, ils auraient envie de sortir, de faire la fête. On aurait pu être consultés aussi. Je veux dire, on est là, moi je suis là depuis 30 ans, mais moi si on me demande... Il y a des solutions, quoi. À Berlin, ils pensaient donner des parcs à un moment donné avant la réouverture. Là, au cas où il n'y avait pas de réouverture, l'idée tournait de donner certaines parties de la ville pour faire des clubs ouverts. Il y a des solutions, et là, au lieu de trouver des solutions, c'est toujours de la répression, c'est toujours de la violence. Il n'y a aucun dialogue, et c'est vraiment navrant, quoi. Pascal, est-ce que tu suis beaucoup la question des violences policières, mais aussi la question de la police, tu connais bien ce monde, et aussi les politiques publiques autour de la sécurité sous ce gouvernement, par exemple. Est-ce que tu sens une volonté de réprimer la fête dans les ordres qui sont donnés? Je dirais, en tout cas, il y a une volonté de réprimer effectivement une jeunesse. Il y a une volonté de réprimer aussi certains droits, enfin une certaine liberté. On le voit dans le droit à manifester. Maintenant, c'est le droit de faire la fête hors des cadres qu'on va décider, en fait. Et donc, tout ce qui n'est pas décidé par le gouvernement ou contrôlé, effectivement, est réprimé. Effectivement, là, c'est une certaine jeunesse quand même aussi, parce que il faut se rappeler que pendant la fête de la musique, à l'Élysée était organisée une fête de la musique électronique. Tout allait bien. En revanche, pour les autres, non. Il y a eu une répression policière assez importante. Et là encore, quand on imagine quand même le cynisme de ce week-end du 18 et 19 juin à Redon, cette fête était rendue en hommage à Steve Canisso, qui était décédé des suites d'une intervention de police sur les quais de la Loire. Donc voilà, l'effet se répète, il n'y a évidemment aucun enseignement, parce qu'il y a une volonté, en tout cas c'est le constat qu'on peut faire, une volonté de l'État de réprimer une certaine liberté, celle de s'exprimer pour une jeunesse qui n'a pas envie de rentrer dans le cadre qu'on lui impose. Merci beaucoup. Habibis, j'ai une toute dernière question pour vous, parce que vous avez parlé des minorités, notamment LGBT, et puis il y a eu un incident pendant la marche des fiertés avec des féministes à Paris, des féministes qui ont brandi des pancartes transphobes. Une militante trans s'en est pris à eux et a été brièvement interpellée. Si je vous pose la question, c'est que ça vous a beaucoup choqué, ça a beaucoup interpellé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, quelques mots? Alors, first of all, ce ne sont pas des féministes. Je veux dire, il n'y a pas de féminisme qui ne soit pas inclusif. Il n'y a pas... réclame féministe. Voilà, mais il n'y a pas de féminisme sans femmes trans, il n'y a pas de féminisme sans travailleuses du sexe, il n'y a pas de féminisme sans femmes qui portent le hijab, il n'y a pas de féminisme qui ne soit pas inclusif, donc des féministes transphobes, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc elles sont TERF, ça s'appelle... elles s'appellent TERF, Trans Radical Feminism, donc c'est... Voilà, exactly. Féminisme qui n'accepte pas les femmes trans dans la lutte pour les personnes trans de façon générale, elles n'acceptent pas les personnes trans, a fortiori les femmes trans, et elles ont pris la tête du cortège parce que... Comme je disais tout à l'heure, pour moi, on est dans un moment de fascisation qui est assez inquiétant et de polarisation également. Et du coup, elles sont fascistes finalement parce que voir des féministes, c'est très important, les petits air quotes, des féministes qui prennent de la place en tapant sur les femmes trans, en tapant sur les femmes qui portent le hijab, en tapant sur les travailleuses du sexe, etc. C'est beaucoup plus rassurant pour la France du Moyen-Âge qui refuse d'avancer et qui laisse du coup de la place à
a des radicalités qui sont extrêmement dangereuses. Et bien sûr que c'était très choquant que ces personnes aient pris la tête du cortège et qu'elles aient eu la place pour leurs revendications. Mais on est en train de s'organiser. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Pascal, on te lit sur Mediapart. Tout de suite, la question des violences policières et particulièrement donc cette affaire de Redon. Jennifer Cardini, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et Abby Beach aussi. Merci beaucoup. Bel été à toutes les deux. Vous restez avec moi encore quelques secondes pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage et surtout, abonnez-vous. Vous savez, Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. Les communistes ont peut-être perdu leur dernier département en France, le Val-de-Marne, dimanche soir, mais ils ont gagné Santiago, la capitale du Chili, qui a élu une femme communiste et féministe, Iracy Asler, 30 ans, à sa tête. Dans ce pays d'Amérique du Sud, en pleine effervescence politique et sociale, le Parti communiste incarne le changement, nous raconte la journaliste Yasna Moussa. À lire aussi cette enquête de nos partenaires de We Report, comment les multinationales Nestlé, Danone et Coca pratiquent un greenwashing à grande échelle. Sur le papier, les trois géants multiplient les actions éducatives, environnementales, citoyennes pour estomper leur image de prédateurs de ressources en eau. En réalité, ils exagèrent l'impact de leurs actions, placent leurs partenaires en situation de conflit d'intérêts et font taire des élus locaux. On reste sur des histoires de multinationales. Cette fois-ci, c'est une histoire de haine, de pouvoir et d'argent. Martine Orange raconte par le menu l'opération de rachat de Suez par Veolia. Dans les faits, le démantèlement de Suez, géant de l'eau et des déchets, est en cours. Une prédation dans laquelle le gouvernement a largement prêté main forte aux intérêts privés. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve même heure, même endroit. Ce sera la 130e et dernière émission de la saison avec une invitée surprise. Vous verrez bien. À demain. Prenez soin de vous.